Le prochain conférencier sera Michel Goldman, professeur émérite et fondateur de l'Institut pour l'innovation interdisciplinaire en soins de santé. Il a été le premier directeur général de l'Initiative pour les médicaments innovants, financée par la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques. Et la commission privée dans des domaines d'importance majeure dont la résistance aux antimicrobiens, la maladie d'Alzheimer et la sécurité des médicaments. Il est le rédacteur en chef de Frontiers in Medicine et membre du conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Il est également membre de l'Assemblée de la mission contre le cancer de la Commission européenne et du groupe de direction de Davos Alzheimer's Collaborative. Il est lauréat du prix Lucien Steinberg en 1997, du prix quinquennal du Fonds national belge de la recherche scientifique en 2000 et en 2007, il a reçu le titre de docteur honoris causa de l'Université de Lille. Est-ce que je pourrais avoir les diapositives? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de l'invitation. Je ne suis pas un économiste. Je ne suis pas non plus un spécialiste des thérapies géniques. Je suis un immunologue de formation, mais depuis 5 ans, j'étais le directeur exécutif du partenariat privé européen qui permet l'innovation médicale. Et après cela, je suis retourné à Academia où j'ai développé cet institut pour l'innovation interdisciplinaire en travaillant avec d'autres domaines. Il est vrai que les domaines de recherche qui sont importants portent sur la thérapie génique et sur les prix. Nous avons eu de la chance de pouvoir collaborer avec Alan Fisher. Comme vous savez, c'est un des pionniers de la thérapie génique. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous faire part de certaines de mes réflexions quant à un prix raisonnable pour ces thérapies géniques, en considérant qu'elles font partie des outils importants que nous avons au niveau de les soins de la santé pour encourager le bien commun de l'humanité. Ce petit discours que je fais va compléter le discours précédent qui était vraiment bien fait, qui était vraiment bien articulé et qui vous permettra de comprendre les processus différents par le système de santé. Mon discours sera un peu plus provocateur. L'idée est la suivante. Trop souvent, nous tombons d'accord avec les fabricants des thérapies géniques sans les défier, sans les remettre en question par rapport au prix qu'ils proposent pour le produit. Ceci est l'idée générale de ma présentation. Diapo suivante. Donc, cette diapo n'est pas vraiment utile. Il y a eu une élaboration vraiment impressionnante des thérapies géniques pour un certain nombre de maladies depuis des années. Donc, le point que je voudrais mettre en avant et qui est déjà bien illustré dans ce colloque vraiment intéressant, c'est que de façon progressive, nous nous déplaçons depuis les maladies, déficiences immunitaires qui étaient traitées par les thérapies géniques. Et on se déplace vers des maladies qui sont plus fréquentes comme l'hémophilie ou la drépanocytose. C'était un point que je souhaitais vraiment mettre en avant avec cette diapo. Diapo suivante, s'il vous plaît. Si l'on considère une série de thérapies géniques qui sont approuvées et qui sont disponibles sur le marché, vous savez que les prix sont exorbitants pour ces traitements. Et les prix au Canada, je suis certain, sont assez similaires que ce que vous voyez ici sur la diapo. Ce que je voudrais avancer, c'est qu'il n'y a vraiment aucune relation entre le nombre de patients admissibles pour les thérapies
Et nous avons déjà un point très fort à faire valoir pour dire que la taille du marché n'est certainement pas le facteur principal qui explique l'énormité de ces coûts pour les thérapies géniques. Diapo suivante, s'il vous plaît. Comme vous le savez, il y a aussi d'autres explications concernant les coûts de fabrication. Ceci est véridique, bien sûr. Ces productions sont complexes. Un autre point que nous entendons très souvent, c'est que ces traitements sont de valeur sans aucun précédent et qu'ils pourraient donc être administrés une seule fois et que vous êtes guéri pour la vie. Donc, je vais remettre un petit peu ce concept en question. Tout d'abord, la valeur sans précédent. Apprécier que le conférencier précédent a parlé des incidences de la COVID-19 et on connaît des vaccins qui sont extrêmement efficaces et qui vont justement alléger le fardeau de la COVID et aussi le fardeau économique de la COVID. Donc, si vous considérez les répercussions économique d'une campagne de vaccination réussie, dans ce cas-là, on peut discuter que le prix de ces vaccins, même s'ils sont complètement remboursés par le gouvernement, que les prix devaient être très élevés. Ils seront certainement assez coûteux, on pourra en parler, mais certainement pas pour tous les vaccins, comme vous le savez. AstraZeneca, pour donner un exemple, AstraZeneca a vraiment un engagement envers des prix. L'autre point fort, c'est un remède en une seule administration. Nous en avons parlé avec Alan Fisher. Et il vous dirait, les experts en thérapie génique le savent vraiment très bien, et que pour un nombre important de maladies rares qui sont maintenant traitées par des thérapies, nous ne savons pas pour le moment si c'est vraiment une cure en une seule fois. Nous faisons les essais pour l'approbation, le remboursement. Et ceci est fait avec quelques patients et souvent l'approbation se fait après une période courte de temps. Donc, aujourd'hui, on peut dire que l'on peut remettre cela en question. J'ai déjà parlé au sujet de la qui est le coût de la recherche et du développement de ces thérapies sophistiquées. Diapo suivante, merci. Dans cette étude intéressante et d'autres de même genre, on considère les découvertes d'origine qui ont mené à l'approbation de médicaments par la FDA entre 2008 et 2017. Ce qui est important à retenir ici, c'est que certains de ces médicaments ont vu leur origine au niveau de la recherche et du développement qui était fait grâce aux deniers publics plutôt. C'est le cas de thérapies qui traitent des maladies rares. Il y a des exemples intéressants dont je ne vous parle pour la fibrose cystique, car vous savez que ces traitements aussi soulèvent des problèmes au niveau des coûts. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je pense que c'est un élément clé, le fait que l'argent des contribuables, en de nombreux cas, joue un rôle important au niveau des découvertes d'origine, les étapes, vraiment les balbutiements de ces thérapies. Donc, comment est-ce que l'on valorise cela? Ce n'est pas une question simple.
C'est une question qui a été soulevée lorsqu'il y a eu les premiers médicaments pour le sida et le VIH qui ont été élaborés. Je dirais que la pression des activistes du VIH, et vous pouvez vous en rappeler, qui remettait en question justement les prix pour les premiers médicaments contre le VIH. Et comme vous savez, ces médicaments sont plutôt efficaces. Donc, l'un des accomplissements de ce modèle était d'obtenir de la part du gouvernement américain qu'il présente et mette en route avec l'appui du NIH des clauses de tarification. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que toutes les institutions académiques qui reçoivent un NIH vont devoir absolument, quand ils négocient l'accord de permis avec les autres sociétés, ils doivent. Donc, au moins, c'était en place. Et si les prix étaient complètement erratiques, on pouvait se retourner à ces clauses. Probablement, ces clauses étaient plutôt efficaces parce qu'il y a eu vraiment des actions de lobby importantes de la part de l'industrie afin de retirer ces clauses. Et ils ont réussi avec l'administration Reagan. Ces clauses ont été éliminées et retirées. Nous pensons maintenant que ce sera important et nous y reviendrons tout à l'heure. Nous pensons qu'il sera important de réintroduire ce type de clause au niveau des accords d'octroi de licence. Pendant toute la durée de ces nouvelles thérapies, car vous savez, en principe, les premiers accords d'octroi de permis seront avec des petites sociétés de technologie biologique et que que ces clauses survivent quand le produit est acheté par les grandes industries pharmaceutiques. C'est essentiel, mais comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas simple à mettre en place. Je vais vous donner un exemple. Vous savez tous l'histoire du Zolgensma. Chez moi, en Belgique, nous avons eu un certain nombre de cas où les parents d'enfants avec SME ont organisé des levées de fonds afin d'obtenir l'argent exigé par la société, afin qu'ils puissent, ce qui est plutôt intéressant, Zolgensma et Novartis, qui mettaient en marché Zolgensma, ont dû négocier des accords de tarification avec Généton en France, qui utilise une technologie qui est protégée par des permis. Donc, j'ai eu l'occasion de parler avec ces directeurs exécutifs du Généton. Et c'était plutôt révélateur. Nous avons eu des discussions vraiment difficiles, car au niveau régulatoire à Généton, quand on octroie un permis, il y a une clause de tarification raisonnable. Donc, ils en ont parlé pendant des mois, ils ont discuté avec Novartis afin d'établir cette clause. Qu'au moins, c'était extrêmement difficile et en finale, ils ont juste réussi à ce que ces clauses s'appliquent pour les médicaments qui sont mis en marché en France seulement, mais pas dans les autres pays. Donc, cela met en lumière un autre élément, c'est-à-dire que ces sociétés sont internationales, mais quand on
négocie, cela doit se faire pays par pays. Et donc, même en Europe, je peux vous dire que nous sommes vraiment très loin d'avoir un pouvoir de négociation coordonné entre les différents pays membres et les sociétés pharmaceutiques. J'en reparlerai tout à l'heure. Diapo suivante, s'il vous plaît. La diapo précédente, s'il vous plaît. La prochaine. C'est bon. Bon. Comme vous le savez déjà, pour le rendement, c'est un concept. Donc, de payer en fonction du rendement. J'ai déjà parlé des limites à ce concept en utilisant la COVID et l'exemple du vaccin ou le traitement. C'est l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure. Mais de toute façon, c'est un concept intéressant pour évaluer les accords. C'est toujours un pas en avant. Et c'est certainement important. Cela ne suffit pas pourtant. Diapo suivant. Cette diapo, je pense, est la plus importante de ma présentation qui est courte. Elle provient de l'Institut d'examen clinique et kinétique aux États-Unis. Dans ce document, et je vais avancer doucement, établi en fonction des principes que vous avez déjà vus dans la diapo suivante, que ceci devrait refléter le prix maximum que la société accepte de payer. Cela ne dit pas que ceci devrait être le prix. Et c'est extrêmement important quand on pense à ce à quoi nous faisons face, c'est-à-dire de trouver un moyen de récompenser les innovateurs et les fabricants et que le prix reflète la valeur et que cela aussi propose des incitatifs pour l'innovation. En même temps, on veut s'assurer que l'accès au traitement soit possible. Vous pensez peut-être que le processus régulatoire, mais en fait, le processus de thérapie génique ne fonctionne pas vraiment bien parce que de façon concrète, il y a en fait très peu de concurrence dans ce domaine. Une fois que vous avez un produit qui est assez rare, cela peut changer avec la taille du marché, mais pour les maladies rares, alors qu'il y a eu des thérapies géniques élaborées, la concurrence était vraiment faible. Diapo suivante. Donc, les conséquences dont Peter Bach a très bien parlé, c'est l'effet d'ancrage. Cela se base sur une théorie d'économie. Et cela veut dire qu'une fois que vous avez établi un prix pour un produit, cela établit la norme pour les suivants ou pour le produit qui viendra ensuite. Et c'est un problème auquel on fait face au niveau de la thérapie génique, comme il a déjà été illustré dans l'une de mes premières diapos. Diapo suivante. Que pouvons-nous donc faire pour contourner cela et pour arriver en fait et en final à des prix raisonnables? Et on pourra retomber sur la définition d'un prix raisonnable tout à l'heure. Donc, le premier principe, d'après moi, et ceci est encore débattu, en tout cas en Europe, on parle du prix du vaccin pour la COVID. Le point principal est la transparence.
ce qui est une résolution vraiment claire concernant la transparence par rapport aux anciens processus de l'élaboration des médicaments. Et ceci inclut la tarification. Cette résolution de l'OMS a fait le sujet d'un grand débat et en finale, la résolution n'était pas contraignante, mais au moins le concept a été défini. Donc, cela a été discuté à Davos, au Forum économique international, et je pense que la déclaration qu'ils ont faite, c'est que la transparence est un peu plus complexe que ce que l'on pense, puisque évident, la transparence peut générer des prix supérieurs plutôt que l'inverse. Puisque, évidemment, quand on fait une comparaison de prix entre les pays, le problème commence. Diapo suivante. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant afin d'expliquer différents éléments qui expliquent par eux-mêmes les problèmes auxquels nous faisons face au niveau des prix importants. On peut toujours dire que ces maladies sont rares, donc si on considère le budget, mais cela établit, comme je disais, une politique. Et maintenant que nous avons des thérapies géniques qui ne sont plus. Et dans ce cas-là, la part du budget de santé est peut-être toujours importante assignée à ces thérapies. On va tenter de définir ce qu'est un prix raisonnable. De toute évidence, cela concerne un prix qui couvre vos coûts de production, de distribution, de fabrication, des coûts aussi qui portent sur la mise en marché. Mais comme vous savez, il y a un problème déjà, puisque quand on considère l'argent dépensé pour la mise en marché, c'est absolument faramineux. Mais en finale, il faut aussi avoir un profit. Donc, il doit y avoir une marge de profit. Ceci a été fait par FAPO, mais la situation n'a pas vraiment évolué au cours des années. Quand on considère les marges bénéficiaires des différents secteurs, comme vous le voyez, le domaine pharmaceutique retire des profits importants. C'est un chiffre important, car les sociétés doivent réaliser que quand on leur demande de faire des efforts, par exemple de réduire les prix, on se base sur des chiffres comme ceci. Diapo suivante. Maintenant, il y a encore un peu d'espoir. Quand on considère les 3-4 dernières années, il y a eu un nombre important de publications, de déclarations officielles, de publications de presse qui disent qu'est-ce que ces sociétés changent. Ces sociétés réalisent qu'elles ont des tâches sociétales, qu'elles ne sont pas là seulement pour satisfaire les actionnaires, et que c'est un sujet abordé par les économistes. Diapo suivante. Elles ont une responsabilité sociale. Diapo suivante, diapo suivante. Cela va prendre juste 1 minute. Vous avez un problème? Ça va prendre juste 1 minute. Est-ce que vous pouvez passer à la diapo suivante?
il y a eu des déclarations faites par des PDG importants qui veulent s'engager. Nous nous engageons à générer de la valeur pour toutes les parties prenantes, ce qui veut dire non seulement nos actionnaires, mais les autres participants, c'est-à-dire au niveau des soins de santé, les patients et bien sûr ceux qui payent. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voici une autre déclaration par une alliance d'équilibre de valeur. Cela a été ici. C'est que le but de cette alliance, c'est vraiment de déplacer la priorité d'une maximisation de profit à optimiser la valeur de création, de normaliser les calculations, d'assurer la comparabilité des méthodes et de s'assurer de la disponibilité publique, d'améliorer la transparence et le cadre pour les organismes externes de surveillance. Donc, comment est-ce qu'on peut traduire ces déclarations plutôt généreuses et de les faire passer à l'action? C'est là où les choses se compliquent pour un certain nombre de raisons. On en a parlé dans l'article que j'ai fait avec Anna Fisher et Mathieu de Vatripon. Nous suggérons dans cet article que la certification peut être un moyen d'intégrer d'entrer dans un processus de protection légale et qu'il y ait des incidences sociales en fonction des indicateurs clés de performance. Il y a un processus pour les sociétés qui est fait par un organisme externe. Certaines sociétés s'y conforment. Il y a une société pharmaceutique, Chiesi, qui, à ma connaissance, est la seule qui se soit vraiment impliquée dans le processus de certification de société. Il y a une autre suggestion, c'est que pour ces thérapies qui soyons envisagées, que le taux de remboursement soit corrélé au fait que le fabricant est un fabricant important, certifié, et que ce serait peut-être une façon à envisager. Cependant, il reste de nombreuses questions portant sur la certification des grandes corporations. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ceci sera ma dernière diapo. En fait, ici, on définit que pour avoir un prix juste et pour le définir, c'est complexe, il y a des considérations multiples. Dans cette présentation, vous voyez certains les investissements faits par le fabricant, le besoin de fournir des incitatifs au niveau de l'innovation, vient en jeu aussi l'investissement public et que ces thérapies soient abordables et les marges de profit dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, mon dernier point serait de dire la chose suivante et ne vous méprenez pas. Je ne pense pas que nous devrions taper sur les sociétés pharmaceutiques. Cela va à l'encontre de nos buts.
Il y a différentes personnes à différents niveaux et il y a aussi des gens qui sont jeunes. Mais il y a aussi de très bons scientifiques, il y a aussi de très bons PDG qui travaillent et qui ont aussi cette vision de responsabilité et de mission sociale. Donc, ce que nous devrions faire, c'est de travailler plus du côté public. On parle des partenariats publics et privés et on parle de prix, de négociation, des bailleurs de santé avec les sociétés. Et de ce fait, nous devrions être plus robustes. Nous connaissons les sociétés, nous pouvons faire ce que nous pouvons afin qu'elles mettent en place certaines modifications reflétant leurs déclarations. C'est une chose, mais d'un autre côté, nous devrions être beaucoup plus fermes et ne pas accepter systématiquement les propositions des sociétés au niveau du débat. Attention, et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci. D'accord, merci beaucoup. Nous avons des quelques questions. questions. Nous allons commencer par les questions d'auditoire. Première question. Comment peut-il y avoir de la concurrence dans le marché lorsque ces thérapies géniques ciblent une toute petite population en lien avec des maladies rares? Vos pensées? Oui, excellente question. Vous le savez mieux que moi qu'il y a des traitements uniques qui ont été développés pour des patients uniques et qui ont connu un certain succès. J'utilise cela comme argument pour dire que la concurrence qui alimente l'établissement des prix. On dit qu'on a besoin de la collaboration des secteurs privés et publics. On a aussi besoin de la concurrence. C'est vrai. Dans ce cas, il est vrai que lorsqu'on parle de concurrence, j'essaie de mettre l'accent sur ce que j'ai dit. Bon, j'ai une question un peu connexe. À mesure que les thérapies géniques évoluent, il pourrait y en avoir à l'avenir qui vont cibler des maladies communes ou plus communes, par exemple les maladies cardiaques, au moyen de la même approche génique. Comment est-ce que cela change les calculs en termes de financement? Comme vous l'avez montré tantôt, il n'y a pas, il y a une relation entre la taille de la population qu'on poursuit le long de cette courbe. Oui, j'espère que ça va aider. Je n'ai pas fait allusion, j'ai fait allusion au prix et je pense que c'est très important qu'il y ait des scientifiques qui travaillent à ce sujet. Tantôt, quelqu'un a mentionné qu'il est scientifique et qu'il ne veut pas parler des prix, mais je pense qu'on a besoin de gens comme lui qui discutent des prix. Et c'est ce qu'on essaie de faire en Europe. Le problème est très intéressant parce que vous savez mieux que moi que ces traitements seraient actifs. Ils le seront. Alors, on peut dire que l'utilisation des règles du marché général vont aider à baisser les prix. Et c'est exactement cela que disent beaucoup de personnes. On nous dit, ne vous inquiétez pas, parce qu'il va y en avoir plus, alors les prix vont baisser. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait avec ces prix? Et c'est quelque chose de très important. Parce que très souvent, ces traitements commencent à
être utilisé chez les patients avant qu'il soit approuvé, avant même qu'il soit mis au marché, et cela crée un niveau supplémentaire d'inégalité. Il y a une disparité. Il y a des gens qui sont à la recherche d'un établissement où ils peuvent obtenir un traitement qui s'avère efficace, disons un essai clinique de stade 2. On sait qu'il est nécessaire d'attendre l'approbation et la mise au marché. Et lorsqu'on parle de ces maladies terrifiantes et des patients qui ont le cancer, on ne peut pas attendre. Alors, il est vrai que certaines maladies deviennent plus communes et qu'on nous a dit que les prix vont baisser, mais je pense qu'il faut être proactif. Il faut entamer les négociations dès le début. Voilà ma réponse. Merci. Une question concernant l'effet d'ancrage. Savez-vous comment donner des incitatifs qu'on ait de meilleurs... C'est là une question difficile. Il faut y réfléchir. Très souvent, dans certaines entreprises, du moins, il faut simplement l'opportunité. On regarde ce que le concurrent peut obtenir d'un traitement et on se dit, ah bon, il n'y a aucune raison pour laquelle je ne pourrais pas donner le même traitement ou encore plus. Et c'est là où je vois que certains départements, dans certaines compagnies, sont extrêmement bons. Et c'est le type d'attitude qu'on veut voir dans le secteur à contre-attaquer. Je ne connais pas la situation au Canada, mais en Europe, il y a beaucoup de débats concernant le remdesivir et la façon dont ce médicament a reçu une exemption spéciale et qu'il est utilisé chez les patients ou au moins selon l'OMS, selon les recommandations de l'OMS. Et c'est intéressant parce que je peux vous dire que même certains médecins ont été très influencés par la compagnie. Alors, même si aujourd'hui, certains médecins disent ça veut dire que les compagnies utilisent certains trucs pour vraiment influencer les prix. Et c'est ce genre d'attitude et pour lesquelles nous devons prendre des mesures adéquates.